de tous ces droits, j'ai pris, je pense que celui qui est le plus... peut-être que le mensonge pouvait fonctionner encore au 19e et au début du 20e. Mais alors, moi, ce qui va me faire le plus rire, c'est l'impôt au Moyen-Âge. Parce que alors, si on va comparer l'impôt d'aujourd'hui et l'impôt du Moyen-Âge, alors là, je prends n'importe qui sur un ring et on va comparer, parce que là, c'est magnifique. Donc, le paysan médiéval est taillable et corvéable à merci, vous êtes tous au courant, et le peuple croule sous l'impôt. Et alors souvent dans les manuels, même les manuels, j'ai enseigné, et on en parle en 5e, parce qu'on fait le Moyen-Âge. Sens, champard, taille, dîme, gabelle, main morte, formaillage, banalité, ton-lieu, et bien sûr corvée en tout genre. Alors on va faire méthodiquement impôt par impôt. Le champard et le sens sont des loyers de la terre. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous comptez votre loyer dans votre impôt? Je crois pas. Enfin... Et même l'impôt de votre commerce, par exemple, si vous êtes commerçant. Non. Et alors, le champard et le sens, c'est deux sortes de loyers différents. Le sens, c'est un loyer fixe que vous allez payer par année. Et le champard, c'est un pourcentage de la récolte. C'est ça. Et donc, en fait, on pratique l'un ou l'autre. Vous avez des pays où les terres sont en champard et les terres sont en sens. Vous payez jamais le sens et le champard, d'accord? C'est l'un ou l'autre. Donc déjà, les mettre côte à côte, c'est un mensonge. Vous payez pas les deux. Alors, la main morte et le fort mariage. La main morte, c'est un droit de succession. Donc aujourd'hui, on ne paye plus de droit de succession. Vous êtes au courant? Et le fort mariage, c'est une taxe qui est payée si un cerf veut se marier avec un cerf qui est sous qui cultive une terre, donc qui est la fille d'un autre seigneur, donc d'une autre communauté. Donc vous la payez pas si vous vous mariez dans votre communauté, et vous la payez une fois. Vous vous mariez une fois, deux à la limite si vous êtes veuf. Et de toute façon, c'est le principe de ne pas morceler la terre. Et donc voilà, donc là le fort mariage on le paye qu'une fois dans sa vie, et si on se marie avec une serve qui est, ou même une femme libre, hein, parce que ça existe, qui est de sa communauté, on ne le paye pas. La ton-lieu, c'est un péage. Donc aujourd'hui, quand on se balade sur les autoroutes et qu'on gare sa voiture au parking, on paye plus de péage, vous êtes au courant. La banalité, c'est une taxe qui est liée au droit de banc que détient le seigneur. Donc le paysan payait un droit pour utiliser le moulin, le pressoir, le four à pain. Donc inadmissible que quand vous utilisiez la machine de quelqu'un ou que vous demandiez un service, on vous fasse payer. Hein, aujourd'hui, ça n'a plus cours. Et alors, le mieux du mieux, c'est la gabelle, parce que c'est un impôt royal sur le sel, d'abord, et ensuite c'est devenu un impôt sur d'autres produits de consommation, comme le vin. Et elle est née à l'époque moderne, et elle ne concerne pas le Moyen-Âge, mais ça dérange pas les auteurs de certains manuels de la rajouter aux impôts médiévaux. Ça mange pas de pain, mais la gabelle. Alors que justement, c'est la centralisation monarchique qui a imposé cet impôt. Les deux seuls impôts directs sont donc la taille et la dîme. Alors, la taille, c'est 1/6 de la récolte de blé, ce qui fait 16% des revenus. Moi, j'aurais même être taxé sur 16% de mes revenus. Ça ne me dérange pas du tout de revenir à l'impôt minimal, parce qu'il me semble que les gens qui payent des impôts sur le revenu, c'est pas 16%, ça va dépendre des tranches, mais 16%. Hein. Et alors, surtout, c'est 16% des revenus de la récolte. Donc, en tant que paysan, vous avez exclu votre potager privé, vos animaux de basse-cour et tous vos divers travaux différents. Et par exemple, le dérobé à la jachère. Hein, la jachère n'est pas seulement une manière de faire reposer la terre, c'est avant tout un principe fiscal. Parce que l'année de jachère, où on met des animaux qui pèsent sur la jachère, ou alors on fait des pois, des fèves, et ça s'appelle du dérobé à la jachère. Vous emmagasinez de la lentille, du pois, et en fait c'est pas imposable, c'est pour vous. Et la dîme est payée pour assurer à l'Église un revenu en propre et la rendre indépendante. Donc la dîme, elle est payée en nature, pareil, sur le blé. Donc les années où vous faites pas de blé, ou si vous avez des animaux, ça vous concerne pas. Et là je vais citer Jacques Herse. Le prélèvement ne s'appliquait pas donc à toutes les récoltes, mais principalement au blé. Il n'atteignait pas les 10%, loin de là. Ça dépend des provinces, puisque ça dépend des privilèges dont je vous ai parlé. Sur l'usage ensuite, outre l'entretien du clergé et l'exercice du culte, les messes et les prières auxquelles nombre de civilisations consacraient et consacrent encore tout naturellement des sommes appréciables, l'Église assurait alors une part notable de l'assistance publique, hôpitaux, hospices, maisons-dieu, aumônes, enfants abandonnés, et l'enseignement dans les paroisses, les petites écoles. Faut-il comparer ces prélèvements de 5 à 10% à ceux d'aujourd'hui pour notre sécurité sociale et nos systèmes d'éducation ? On pourrait faire une petite comparaison si ça pourrait être intéressant. Surtout la dîme, ça rend l'Église indépendante, parce qu'elle peut rémunérer comme ça son clergé.
À l'époque, alors moi je veux bien qu'on pense différemment, mais si on veut aborder une époque, il faut essayer de se mettre dans sa mentalité. Nous aujourd'hui, si on a quelqu'un qui est malade à la maison et qu'on l'amène pas à l'hôpital, tout le monde va être outré. Dire, comment est-ce possible? Tu es inconscient, cette personne est malade, elle est en train de faire une crise d'asthme, il faut l'amener à l'hôpital. Bon, à l'époque, on pensait exactement comme ça à propos de l'âme, d'accord? Donc, il était très important pour les gens d'avoir un service ecclésiastique et d'y faire appel pour soigner son âme de la même manière qu'aujourd'hui on soigne son corps. Donc les gens étaient tout à fait d'accord pour payer la dîme. Et en fait, une des clés de l'abolition de la dîme qui a été voulue à corps et à cri par la bourgeoisie qui avait, comme Voltaire par exemple, qui avait acheté des seigneuries ou la noblesse de robe, qui pouvait aussi être posséder la terre, c'est que par rapport au libéralisme, vous pouvez encore aujourd'hui en voir quand vous allez dans certaines villes, il reste encore des greniers à dîmes ou des granges à dîmes. Donc en fait, si vous voulez faire du libéralisme économique et que vous avez l'Église qui stocke énormément de grains dans ces greniers, bah c'est pas possible parce que ça fait du. Donc une des clés de l'abolition de la dîme, bon déjà c'est pour si vous abolissez l'Église, vous abolissez la dîme. Ensuite, elle est plus indépendante, donc elle va être accrochée à l'État. Et surtout, vous allez pouvoir faire du libéralisme économique sur le pain, puisqu'il n'y a plus ces immenses greniers qui vont évidemment faire baisser le prix, parce que l'important c'est de faire de la rétention pour faire monter le prix. Donc, pour finir sur l'impôt, la centralisation monarchique va ajouter de nouveaux impôts. Donc en fait, comme d'habitude, le moment le plus difficile à vivre, ça va être le début de la période moderne, parce qu'en fait, il y a les impôts des seigneurs et les impôts de ces États, on va prendre l'exemple de la France, qui sont en train de naître, qui vont commencer à se chevaucher. Donc c'est pour ce faire que les rois capétiens vont affranchir les serfs moyennant finance, les serfs vont racheter leur liberté et ils vont abolir certains droits comme les droits de fort mariage et de main morte pour pouvoir faire que les gens aient assez d'argent pour payer les impôts royaux, le centième, le vingtième, la gabelle, la capitation. Donc en fait, il n'y a pas de... voilà, ils vont enlever ces impôts qui étaient payés aux seigneurs pour les récupérer. Et il y a eu des moments avec de grandes révoltes à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, puisqu'il y a eu des endroits où ces impôts se sont mis l'un sur l'autre. Donc ils ne pouvaient pas payer des impôts à la fois à leurs seigneurs et à la fois au roi. C'était trop. Pour finir sur l'impôt, pour essayer de faire une comparaison, j'ai François Hinckleur, qui est un historien marxiste de l'époque moderne, qui essaye comme ça de faire des comparaisons. C'est toujours un peu casse-binette de faire des comparaisons parce que c'est compliqué, mais il dit quand même quelque chose d'intéressant par rapport à cette nuit du 4 août. Utilisons un étalon artificiel qui a l'avantage d'être parlant. Sur les 22 millions d'habitants que compte probablement la France, elle devait payer 470 millions d'impôts, ce qui il fait une moyenne. Je suis pas pour le principe de la moyenne, mais c'est intéressant, entre 18 et 19 livres. À ce moment, le salaire journalier d'un compagnon maçon, c'était à peu près 1 livre. Ainsi, un salarié moyen travaillait un peu plus de 7 jours, juste avant la Révolution française, 17 jours, pardon, pour payer ses impôts directs. Qu'en est-il aujourd'hui? Avec un taux d'imposition moyen avec 56,9%, chiffre de 2013, il faut 208 jours de travail pour payer en moyenne ses impôts directs sur l'année. Donc même s'il se trompe et que maintenant c'est pas 20 jours, c'est 40 jours, même s'il s'est trompé, on double son estimation, on est quand même très très loin. Voilà. Et alors il se demande si la Révolution française a servi à améliorer notre condition. La question reste ouverte. Donc voilà, là, parce que j'essaye d'expliquer comment fonctionnent les mensonges. Si vous mettez tous les impôts que doivent payer les gens en ajoutant les impôts qu'on paye une fois ou les taxes qu'on paye une fois dans sa vie, on peut dire n'importe quoi. Donc moi, je me suis dit, on peut anticiper sur un manuel scolaire des années 2400, par exemple. Donc le salarié de l'an 2000 était écrasé d'impôts, impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, TVA, taxes sur les produits pétroliers, CSG, taxes sur l'alcool, le tabac, redevances télé, droits de succession, droits de donation, droits de mutation, timbres fiscaux dès qu'on désirait des papiers officiels.
Dès que le salarié voulait faire quelque chose, il lui fallait un permis, permis de voiture, permis de chasse, permis de bateau, très onéreux. S'il voulait échapper à sa condition de salarié, il devenait petit patron ou auto-entrepreneur, il fallait payer la licence, les charges patronales, le RSI, il fallait respecter tellement de normes étranges et arbitraires que notre salarié faisait faillite. L'assurance était obligatoire en cas d'accident, mais aussi pour la maison, pour la voiture, sans oublier la complémentaire. Voilà.